Alors déjà rendu à notre 140e webinaire, puis j'adore le titre. Tout le monde aime un beau bulletin. Puis si on arrête juste là, moi je me remets dans mon banc d'école en 5e année, là, quand le Noël arrivait, le congé de mars arrivait, juin arrivait, je savais que j'allais recevoir mon bulletin. Que je sois en 5e année, en 10e année, collège, université, on a hâte de recevoir notre bulletin parce qu'on sait que on a une appréciation de notre travail, puis tout ça, puis on espère que notre bulletin soit beau. Mais c'est ça aujourd'hui aussi qui est comme un peu l'envers de la médaille. Tu sais, idéalement, on n'a pas à espérer d'avoir un beau bulletin. On devrait savoir qu'on a un beau bulletin qui s'en vient. Donc oui, tout le monde aime un beau bulletin. Puis on aurait pu ajouter, personne aime la mauvaise surprise d'un mauvais bulletin. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de bulletin scolaire, on parle de bulletin professionnel. Donc, évaluer la performance des employés. Puis, on va regarder quatre pratiques clés là, pour aujourd'hui. Donc, on fait un petit retour. Ça fait quand même quelques webinaires. Puis pour les gens qui suivent nos formations avec nous, vous reconnaissez peut-être le petit diagramme, là, la belle boucle. Hein? Mais quand on parle de beaux bulletins puis d'évaluer la performance des employés, ben c'est une attente qu'on a envers nous comme leaders gestionnaires. C'est sûr que mes superviseurs, les dirigeants de l'organisation, les administrateurs s'attendent à ce que j'évalue la performance des employés. C'est une attente qui vient d'en haut. Ça tombe dans la gestion des risques, dans l'assurance raisonnable aussi que les choses vont bien. Il y a une attente à ce que j'agisse de façon responsable. Mais encore et aussi plus important, les employés que je supervise s'attendent à ce que je leur donne de la rétroaction continue, puis ils s'attendent à ce que je leur dise s'ils font ou bon un mauvais travail. Fait que oui, ça passe beaucoup par la rétroaction qu'on donne à tous les jours, mais ça passe aussi par ce moment formel-là où on leur dit si les choses, si le rendement il est acceptable ou inacceptable. Fait qu'on se retrouve vraiment dans ces expectatives en leadership de gestion pour aujourd'hui. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à notre collègue Pierre qui est arrivé. Allô Pierre, bienvenue. On a commencé sans toi. Fait que c'est ça, on est dans les expectatives aujourd'hui. Puis l'autre diagramme que vous allez voir à l'écran, celui-là aussi, vous le connaissez probablement par cœur. Mais on sait que dans toute organisation qui est réussie, qui est dynamique, il y a toujours trois choses qui se passent simultanément. On s'occupe de la bonne santé de notre organisation, on s'occupe de la bonne performance de notre organisation et on assure une bonne culture d'imputabilité par la saine gestion des affaires. Puis je pense que l'évaluation du rendement, avoir un beau bulletin, en quelque part, là, on est vraiment dans les trois sphères. Parce que quand on évalue le rendement d'un employé, on est certainement dans l'aspect humain parce qu'on donne la rétroaction sur sa capacité, sa fréquence de pratiquer les valeurs de l'organisation. Fait qu'il y a le côté humain, il y a le côté accompagnement, il y a le côté encadrement, il y a le côté évaluation. Il y a tout ce côté-là de l'évaluation. Mais c'est sûr que faire des évaluations de façon régulière et périodique de nos employés, on est aussi dans la culture d'amélioration continue. L'amélioration continue de soi-même comme employé, mais à chaque fois qu'un employé s'améliore, qu'il y a des améliorations au niveau professionnel, ça a un impact certainement sur la performance de notre organisation, sur notre capacité de mettre en œuvre efficacement la mission de notre organisation. Puis la saine gestion des affaires, s'il y avait des avocats, mais mon collègue Pierre, qui a son expertise en ressources humaines, dirait certainement que si j'ai une façon de faire mes évaluations du personnel qui est bien, qui rencontre là, les normes et les attentes, je suis aussi en train de m'assurer que si jamais il y a des choses qui devaient aller plus loin, le fait que j'ai bien fait mes évaluations, ça minimise les risques aussi pour l'organisation. Fait que je pense que l'évaluation, là, elle se situe vraiment dans les trois sphères de la dynamique organisationnelle aujourd'hui.
Avant de sauter dans le cœur du sujet, Alain, t'avais-tu le goût d'ajouter quelque chose à cette introduction? Ah non, c'est tellement bien présenté. Puis je veux quand même souligner que grâce à l'AFO, on peut faire toute cette série de webinaires-là. Fait que je leur fais un beau clin d'œil de nous inclure dans leur programmation de formation pour le réseau franco-ontarien et toute la francophonie canadienne qui sont souvent qui viennent de partout finalement dans nos webinaires. Je voulais souligner la participation de l'AFO là-dedans. Mais à part de ça, j'adore ce que j'entends, puis j'ai hâte d'en entendre plus de toi et Pierre, Micheline. Parfait, merci Alain. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire-là aujourd'hui? Ben, c'est juste un petit peu pour se mettre dans un certain rappel, parce que évaluer le rendement de nos employés, c'est vraiment pas juste une note qu'on met dans le bulletin. Ultimement, à la fin d'un processus d'évaluation, là, on espère donc que tout ce processus-là, que les résultats soient un levier puissant pour motiver les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes, puis à nous pour se motiver comme les deux gestionnaires à assurer la réussite de nos employés. Pourquoi ce webinaire? Ben, c'est aussi pour reconnaître qu'une évaluation réussie est équitable, transparente, engageante, puis alignée avec les attentes et la culture organisationnelle. Alors, quand on est dans l'équité, dans la transparence, aligné sur notre fonctionnement, notre vision, notre mission, nos valeurs, nos standards, nos normes et tout ça, euh, c'est ça qui fait que l'évaluation, elle est réussie, elle est complète et les gens y donnent de l'importance. C'est pas juste quelque chose, un petit document qu'on soit puis qu'ensuite qu'on met sur la tablette. Une évaluation réussie, c'est normalement, ça perdure dans le temps puis on la considère ensuite dans notre quotidien pour s'améliorer. Fait à la toute fin de cette heure-ci, le but serait qu'on puisse transformer l'évaluation en un outil de développement plutôt que dans une formalité redoutée dans comme ah yuck, faut que j'évalue les employés. C'est peut-être pas comme ça que vous vous le dites, mais souvent c'est un processus formel qu'on a tendance à vouloir remettre ou à minimiser. Mais si on pouvait comme cadrer ça un petit peu aujourd'hui puis de voir que l'évaluation ça peut aider vraiment les gens à assurer leur réussite. Puis quand on assure la réussite des gens, ça a un effet de vague dans le sens que des gens qui réussissent ont des dossiers qui réussissent, des dossiers bien réussis, c'est une mission réussie, c'est une organisation réussie, et ça affecte aussi notre réussite comme les deux gestionnaires. Donc, c'est ça, on est là aujourd'hui. Donc, pour tout ça, on va parler de quatre thématiques principales, quatre stratégies principales pour que l'évaluation soit quelque chose qu'on ait le goût de faire puis que ce soit agentivant. On va parler de l'importance que, à la base, que ça fasse partie d'une culture de responsabilisation, donc qu'on se sente responsable puis que les employés se sentent responsables aussi. Une compétence clé chez les deux gestionnaires en évaluation, c'est d'être capable de maîtriser à la fois le coaching et d'autre part la supervision. On va vraiment prendre le temps de définir c'est quoi le rendement, qu'est-ce que ça comprend, clarifier les responsabilités, hein, parce que des fois, si on redoute de ce processus-là, c'est parce qu'on sent les épaules larges de même, puis on a l'impression que tout tombe dans notre assiette. C'est pas tout à fait le cas. Il y a des responsabilités partagées. Puis on va terminer avec quelques pièges à éviter. Donc, je laisse la parole à mon très cher collègue Pierre Léonard, notre spécialiste en ressources humaines, qui va nous dire quelques mots là, sur instaurer une culture de responsabilisation. Puis, ton micro est encore en sourdine, Pierre. Ah, ça va bien, ça va bien. Salut tout le monde. Une culture de responsabilisation, c'est la base à tout ce que Micheline a dit au niveau de qu'est-ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Ça sous-entend que les employés ont un rôle actif dans leur propre rendement et leur développement. Ce n'est pas une question de tout simplement écouter le superviseur pendant une demi-heure puis regarder le formulaire d'évaluation. Donc, c'est un rôle actif et dans leur propre rendement. Donc, l'employé assume la responsabilité de son rendement.
Dans une telle culture, l'employé ne doit pas percevoir le processus d'évaluation simplement comme une chose qu'il a subie. Au contraire, il en est responsable, il comprend ou elle comprend qu'elle en est responsable des notes obtenues au bulletin. C'est un peu comme le résultat de ta préparation et d'avoir étudié pour un examen au collège, l'université. Ce n'est pas le prof qui est responsable du résultat. C'est toi. Tu reçois l'information du professeur, de l'enseignant, de l'enseignant, tu assumes, poses des questions et tu te prépares en conséquence tout au long du cours. Et non pas, ben, j'ai déjà fait ça, là. C'est arrivé qu'à la dernière minute, il a fallu que je fasse un crash étudiage là, de mon examen, mais c'est pas comme ça doit se passer. Quels sont les outils utilisés pour favoriser la responsabilisation et la motivation? L'auto-évaluation que fait Ah, l'employé. excuse-moi, Pierre, on est dans la... Pourquoi les employés aiment un beau bulletin? C'est ça, hein? Ah Est-ce qu'on oui, évite de tomber dans les... OK, c'est bon. non, c'est que je vais blâmer mon logiciel, là. Je t'ai rendu à. OK. C'était une Bon, diapositive plus loin. ouais, peut-être moins plus. Comme C'est j'ai dit, bon. quand ça va bien, ça va bien. OK. Pourquoi les employés aiment un beau bulletin? Bien, la reconnaissance et la validation est un besoin fondamental chez un employé. Un bon suivi du rendement renforce la confiance et l'engagement. Personne ne veut deviner si elle fait un bon travail ou non. Je vais revenir sur ces points-là, mais je vais finir avec le troisième. Une évaluation juste et transparente améliore la perception d'équité et de motivation. Revenons au premier point. Il ne faut pas sous-estimer à quel point les employés ont besoin de savoir que leurs efforts comptent. On ne travaille pas juste pour un salaire, on travaille aussi pour avoir un impact et être reconnu. Un beau bulletin, ce n'est pas juste une évaluation. C'est un signe que quelqu'un voit que vous faites et l'apprécie en tant qu'employé. Sur le deuxième point, une personne ne veut pas retrouver devant un néant et deviner si son travail est à la hauteur des attentes. Je pense que vous êtes d'accord avec moi si je dis que l'incertitude est une grande source de stress au travail et d'anxiété. Durant mes études, je reviens à des cours, j'ai eu un prof qui n'avait qu'un examen à la fin du semestre. Un autre nous donnait des quiz et des tests tout au long du semestre avant l'examen. Devinez lequel de ces deux examens-là était la plus grande source de stress. L'examen pour lequel je n'avais pas reçu de feedback durant le semestre, évidemment, parce que je ne connaissais pas quelle partie de la matière j'avais bien saisi, moins bien saisi, je n'avais pas reçu vraiment de feedback. Donc, me préparer pour l'examen était aussi une source de stress. Une évaluation juste et transparente améliore la perception d'équité et de motivation, comme j'ai dit. L'une des pires choses pour un employé, c'est de se sentir que l'évaluation est subjective, biaisée et injuste. Imaginez-vous une situation où vos collègues reçoivent une vraiment bonne évaluation. Vous, votre évaluation est moins bonne, mais vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi mon collègue a reçu une note très satisfaisante et moi non? Ça remet tout en question le processus. Ça démotive. Et puis, en bout de ligne, la personne va dire, ben, ça donne quoi ça? Ça sert à quoi passer à travers un processus d'évaluation? Pierre, si je peux commenter ici, Oui, ça s'il me te plaît. rappelle dans mon ancienne vie, quand je travaillais dans une école, il fallait que j'évalue le rendement des enseignants. Euh, il y avait un énoncé à leur bulletin, assure le bien-être de ses élèves. Puis c'est là où une évaluation juste et surtout transparente améliore la perception d'équité de motivation. Quand on est transparent puis qu'on prend le temps d'expliquer
Ça veut dire quoi dans notre école, par exemple, assure le bien-être des élèves, puis qu'on est capable de décortiquer ça en comportement observable. Tes accueils à la porte quand ils arrivent le matin, quand ils sont en détresse, ils ont de la peine, sont découragés, sont blessés, avec les tout petits, ils s'ennuient. Tu as une approche bienveillante, tu essaies de les consoler, tu essaies de les encourager, tu es là pour les aider. Fait à chaque fois qu'on est capable de prendre les énoncés au bulletin, puis d'être transparent par rapport à quoi on s'attend, là, les gens peuvent dire, ben, ah, OK, je sais à quoi elle s'attend, puis donc l'évaluation devient encore plus transparente. Mais, tu sais, si on en était resté à assure le bien-être de ses élèves, toi puis moi, on pourrait s'entêter longtemps sur nos opinions de, tu sais, oui, moi, je m'occupe du bien-être de mes élèves. Ben moi aussi, je m'en occupe bien, mais c'est complètement différent. Fait que ici, c'est la transparence beaucoup dans les attentes, je pense, qui est le message clé. Merci, Micheline. As-tu vu le chat, Micheline? Oui, ben, je suis en train de le lire. Est-ce qu'on peut poser des questions durant l'atelier ou à la fin? Alors oui, allez-y pendant. Alors, on va peut-être prendre quelques minutes pour y répondre, le temps qu'on finisse la diapo. Fait que Pierre, je vais te laisser aller à la prochaine diapo pendant que je lis ce qui est écrit dans le chat. OK. Donc, la prochaine diapo. Quelles sont les clés pour restaurer une culture de responsabilisation? Ça ne se fait pas par osmose, ça. Il faut être transparent par rapport aux attentes. Cela cause moins d'incertitude, plus de clarté et de contrôle sur son propre rendement. Donc, quand, à titre d'employé, je sais exactement ce qui est tendu de ma part envers moi, je peux mieux m'auto-évaluer, à savoir si je l'ai fait, je ne l'ai pas fait, et m'ajuster en cours de route. Si j'ai pas d'idée c'est quoi les attentes, comment puis-je m'auto-évaluer et m'ajuster en conséquence? Cette transparence-là me permet d'être proactif. Encourager et valoriser le sens d'initiative. Ça permet aux employés de trouver des solutions aux défis qu'ils rencontrent. Cette approche motive l'employé et à être plus responsable de sa performance. Donc, quand tu encourages quelqu'un en cours de route, tu lui donnes du feedback, ça, c'est la nourriture pour être capable de motiver puis Pierre, je ne sais pas si c'est juste moi, mais tout d'un coup, on n'entend plus ta voix. ah non, OK, là, c'est beau. On avait perdu, c'est je pense, revenu. la fin. C'est peut-être juste mes écouteurs. OK. Ouais, j'espère que ce n'est pas mon service encore qui est instable, là. C'est pour ça que je faisais un petit check, puis là, je vais demander aux gens de nous le dire dans le chat si jamais. Ah, OK, c'est beau. C'était pas juste OK, moi, c'est ça a bon. occupé aussi. OK. Ah, bon. Donner le doigt à l'erreur. Ça, je pense, c'est la chose qui vient me chercher le plus. Voir les erreurs comme des opportunités d'amélioration plutôt que des échecs. Tu sais, on entend souvent, du moins moi j'entendais souvent, on apprend par ses erreurs. Mais un de mes mentors me dit, tu n'apprends pas en faisant des erreurs, tu apprends en corrigeant tes erreurs. OK? Il voyait ça comme un investissement dans mon développement. Il disait, Pierre, tu reconnais l'erreur ou voici une erreur. Maintenant, comment tu vas la corriger? Et puis, ça permettait ça de développer mon sens d'initiative, innover et ça me faisait sentir comme important d'être membre d'équipe. Un employé qui reçoit un feedback constructif plutôt qu'une reproche va être capable de se corriger, apprendre et mieux faire à l'avenir. Donc, c'est vraiment un investissement de temps dans l'employé qui va en bénéficier grandement. Excellent. Puis, ce que tu viens de présenter, Pierre, ça répond, je pense, un peu à la question qu'on a eue dans le chat là, de la part de Colin, où tu disais, ben, tu dis que l'employé est responsable de son propre rendement, mais en même temps, dans ton exemple, tu disais, tu sais, quand tu avais eu des quiz,
Ça t'aidait aussi à avoir un meilleur bulletin. Donc ça, c'était comme la responsabilité de ton prof, disons. Puis tu as raison, Colin, c'est dans les deux. Puis tantôt, quand on va regarder les responsabilités, il va y avoir celle de l'employé, celle du superviseur, puis il y a celle de l'organisation aussi dans son ensemble. Alors, c'est une responsabilité partagée, mais dans instaurer une culture de responsabilisation ici, il faut d'abord que, comme leader gestionnaire, que je sois transparent par rapport à mes attentes. C'est difficile de tenir quelqu'un imputable si j'ai pas été très claire, puis j'ai pas mis les points sur les i puis les barres sur les t de ce à quoi je m'attends. Tu sais, j'utilise souvent cet exemple-là, puis là, je sais qu'on déborde un peu du rendement, mais tu sais, c'est en fin de journée, mon mari m'appelle, puis il dit: Ah, chérie, on a eu une longue journée aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que je ramasse quelque chose pour souper? Puis moi, je lui réponds: Ah, bonne idée, tu sais ce que j'aime, ramasse que, tu sais, dans mes goûts. Puis là, il arrive à la maison avec du McDo, puis moi, je suis comme pas de bonne humeur parce que j'aurais voulu du shawarma. Ben, je peux pas y en vouloir. Comme les gens peuvent pas lire ce à quoi ce qu'on souhaite, ce qu'on veut avoir. Fait on peut jamais être assez transparent. Puis pour les styles plus big picture, on a tendance à prendre pour acquis que ben, c'est du gros bon sens. Les gens devraient le savoir. Chaque fois qu'on est dans le gros bon sens, les gens devraient le savoir. On a peut-être nous-mêmes manqué de clarté ou de transparence. Fait que c'est ça ici, être très clair sur ce qu'on veut. Puis j'ajoute souvent ça, être clair aussi sur ce qu'on veut pas. Je pense que c'est la base c'est la base, c'est une des clés pour responsabiliser les gens. Because once you know. Tu peux pas faire semblant. Mais si tu le sais pas, tu le sais pas et ça devient difficile d'instaurer cette notion de responsabilité. Puis l'autre, dans le sens de l'initiative, on va en reparler tantôt en coaching. Si je suis toujours en train de faire à la place de mes employés, leur dire quoi faire, leur dire comment faire, on ne développera pas cette débrouillardise ou cette initiative. Fait que ça aussi, c'est une base pour responsabiliser les employés. Puis j'adore ton exemple sur c'est pas l'erreur qu'on fait, mais c'est ce qu'on fait avec, right, Pierre, que tu disais? Exactement. OK, continue, Pierre, ça va bien. Là, on est aux outils. OK, ouais. On vous en propose deux. Deux outils à utiliser pour favoriser la responsabilisation et la motivation. Numéro un, l'outil de l'auto-évaluation. C'est un mécanisme de réflexion, mais pas un transfert de responsabilité. Hein, ça, c'est important. L'auto-évaluation n'est pas une délégation de pouvoir du superviseur ou du gestionnaire à l'employé. C'est un processus, c'est un outil. Le gestionnaire est toujours responsable de l'évaluation, même si on ajoute l'outil d'auto-évaluation. Et deuxième, c'est un plan de développement professionnel. Donc, revenons à l'auto-évaluation. Ça permet ça aux employés de prendre du recul sur leur performance, leur rendement, de mieux comprendre comment j'ai pu atteindre ou que je n'ai pas pu atteindre certains objectifs ou résultats. L'avantage est que l'employé se sent plus en contrôle de son rendement parce que, en tant qu'employé, j'ai un mot à dire sur comment l'année a progressé ou comment le mois a progressé. Parce que l'auto-évaluation, ce n'est pas nécessairement quelque chose que tu fais après un an ou juste avant l'évaluation formelle. Le plan de développement professionnel, ça permet d'identifier des objectifs concrets et personnalisés pour la personne, de comprendre, être capable de comprendre ce que je dois faire pour évoluer, améliorer mon rendement et progresser. Un plan de développement professionnel, c'est un outil qui devrait m'aider à identifier mes forces, les améliorations nécessaires, les actions à mettre en place pour progresser, pas seulement maintenir mon rendement, mais l'améliorer. Une bonne discussion à tenir après une évaluation, de regarder l'année qui s'en vient, quels sont les programmes que je devrais regarder ou auxquels je devrais m'abonner en fonction des objectifs
que je vais établir, en discussion avec le superviseur aussi, sur les objectifs d'amélioration et le plan de développement qui va me permettre d'atteindre ces nouveaux objectifs-là, et puis de suivre les avancées tout au long de l'année. En Ça va, effet. Puis ça, Micheline? oui, puis ça fait tellement partie, ces deux outils qui aident à créer et à maintenir cette culture-là, parce que l'auto-évaluation, je me l'approprie. Puis curieusement, si vous avez déjà vous-même, vous vous êtes déjà vous-même auto-évalué, il y a de bonnes chances que vous ayez été plus difficile, plus dur sur vous-même que d'autres personnes l'auraient été. Fait tu sais, c'est comme quand Pierre a dit, c'est vraiment un moment de réflexion. Puis se l'est. Puis plus on se connaît bien comme employé, plus on est capable d'apprécier ses forces, mais aussi de s'agentiver, de se responsabiliser par rapport à ses défis. Puis ce que j'aime, moi, du plan comme outil de responsabilisation, c'est que, tu sais, on dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Fait qu'un plan de développement professionnel, ben, c'est un outil qui peut me permettre d'être un petit peu plus imputable par rapport à mon changement, à mon développement. Fait que, OK, on va passer à un petit quiz avec Slido. Fait que c'est une question facile comme ça pour vous ce matin. Donc, selon vous, en ce moment, dans votre milieu, dans votre organisation, pensez-vous qu'il y en a une culture de responsabilisation? Fait qu'il y a du non, pas du tout. Oui, c'est un petit peu fragile. Ça s'en vient bien. On a fait des efforts. Il y a des choses qui sont en place. Ou c'est comme, ah oui, tout à fait, nous, on est là. On est là. Il y a de l'auto-évaluation, il y a des plans d'action, il y a des attentes qui sont claires, il y a des responsabilités qui sont partagées. Fait que si la tendance se maintient ici, on ne se retrouve pas dans les extrêmes. On n'est pas dans le pas du tout, puis on n'est pas dans le tout à fait. OK. Un peu, c'est fragile. Puis dans le ça s'en vient bien. OK, nice. Un oui, tout à fait. Écoute, ça, moi, j'aime ça, voir ça. Un oui, tout à fait. Puis les personnes qui ont le goût de s'exprimer sur qu'est-ce qui a motivé votre choix, là, allez-y dans le chat, que ce soit oui, tout à fait, ça s'en vient bien, un peu fragile. C'est quoi qui vous fait dire ça? Ça va peut-être nourrir la réflexion avec le groupe ce matin. Tu sais, j'ai comme le goût d'encourager que ce soit un peu c'est fragile ou que ce soit ça s'en vient bien. Moi, je dis toujours, tu sais, souvent le plus simple qu'on peut avoir comme fonctionnement, comme outil, procédure, plus il y a de chances qu'on passe de un peu fragile à ça s'en vient bien à oui, tout à fait. Je vois une main levée. Isabelle. On est en mode webinaire, Isabelle, donc j'ai comme le goût de t'inviter à écrire ton commentaire ou ta question dans le chat, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, Isabelle, on va prendre le temps, Pierre et moi, d'aller regarder qu'est-ce qui se dit dans le clavardage. Le défi rencontré chez nous semble venir d'un manque de responsabilisation des employés. Par exemple, les choses à améliorer sont mises sur les autres ou sur l'encadrement. Avez-vous un truc pour éviter cela? Ah, Mélanie, je l'adore ta question. On va parler justement dans le prochain module coaching versus supervision, puis je vais enchaîner là-dessus dans le prochain module. Ouais, rapidement, c'est de la supervision, ça. Puis, allons-y. Continuons avec ceci, sinon on va manquer de temps. Donc, coaching, supervision. L'objectif ici, pour l'importance de coaching, supervision dans l'évaluation du rendement, c'est coacher, superviser, c'est essayer comme gestionnaire pour pouvoir à la fois soutenir la réussite des employés. Fait qu'à chaque fois qu'on est en mode je t'aide, je te coach, je te guide, je suis là pour te donner de l'appui, de l'encadrement, de l'accompagnement, je suis en mode coaching, je veux que tu réussisses, puis je suis là, comme on dit.
mais il faut aussi faire de la supervision. Puis la supervision, c'est adresser efficacement les enjeux quand il y en a. Et ça, c'est un enjeu que tu as mis dans le chat. Quand je parle de t'améliorer et que tu mises toujours sur les autres, tu blâmes les autres puis tu te l'appropries pas, c'est une conversation difficile à avoir. Puis si c'était Pierre qui était comme ça, tu sais, Pierre, quand je t'ai donné de la rétroaction sur ceci, ta réponse a été. Quand je t'ai donné de la rétroaction sur ce travail-là, ta réaction a été la suivante. Quand je t'ai dit ceci, ta réaction a été ça. Moi, ça me donne l'impression qu'à chaque fois que je vais donner de la rétroaction, tu vas avoir tendance à avoir recours aux autres pour blâmer ou pour justifier. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une forme de supervision. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir deux approches distinctes en processus, je dirais en processus continu. C'est bien avant ça qu'on évalue le rendement, mais ça, c'est des compétences au quotidien, des compétences de coaching, des compétences de supervision qu'on doit pratiquer au quotidien. Alors, pourquoi les deux sont nécessaires? Oui. Il y a une question que je pense dans la diapo précédente, laquelle tu faisais allusion, où on dit pouvoir soutenir à la fois la réussite et efficacement les enjeux. Lauriane posait une question elle faisait une affirmation comme quoi les employés perdent vite le réflexe de référer à leur plan de développement. Mais ça fait partie, ça, de tes responsabilités comme coach, superviseur, de rappeler ça Oui, aux employés ou d'identifier en cours de route, tu sais. Et j'ai vu que tu voulais t'améliorer dans le domaine X, Y, Z. Je viens de voir passer un atelier qui est en lien avec ça. Donc, c'est important d'appuyer les employés. Et s'ils perdent le réflexe de suivre leur plan, il faut être là pour les appuyer, les aider et faire le rappel. absolument. Pierre, tu sais, je pense comme les deux gestionnaires puis, et tout le monde ici en virtuel, on est super occupés. Hein? Il y en a des choses qui arrivent dans une journée, puis c'est tellement... Tu sais, le plan de développement, il est toujours important, mais il est rarement urgent. Fait que dans notre quotidien, on a tendance à aller vers l'urgence et l'importance. Si dans vos systèmes de rencontres, vous avez des one-on-one, hein, des check-in ou c'est ça, one-on-one avec des employés, mais si vous les avez de façon hebdomadaire, moi je dirais une fois par mois, mettez de façon récurrente dans votre rendez-vous, on va faire le bilan sur où tu es rendu, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui avance bien, qu'est-ce qui est peut-être jaune, qu'est-ce qui est peut-être rouge. Nous autres, on aime utiliser les couleurs vert, jaune, rouge, c'est facile à comprendre, mais tu es où dans ton plan de développement? On s'était entendu que tu allais travailler là-dessus. Tu es où ce mois-ci? Es-tu dans le vert, dans le jaune, dans le rouge? Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai déjà eu des moments, des expériences professionnelles où j'avais pas nécessairement de one-on-one avec les employés. Fait que quand on se rencontrait par plus petite équipe intime, on avait instauré un fonctionnement qui nous permettait d'être à l'aise puis de se faire confiance. Mais une fois par mois aussi, on partageait sur où on était rendu au niveau de notre plan de développement professionnel. Fait que ça se faisait pas en grand groupe de 10-12, mais ça se faisait en petite équipe là, de 3, 4. Je suis déjà allée jusqu'à 5, mais la confiance régnait, là. Faut le dire, la confiance régnait. Mais c'était intéressant parce que ça devenait plus juste moi qui aidais les employés à travailler sur leur plan, mais il y avait de l'entraide, il y avait des conversations. Fait que ça pourrait être une façon là, de garder tout ça vivant. Fait que oui, coaching, supervision, pourquoi les deux sont nécessaires? C'est parce qu'une approche coaching permet d'assurer la réussite de l'employé dans ses responsabilités, dans ses projets. Fait que c'est vraiment aidant. Puis tu sais, quand on revient à la petite boucle qu'on a vue au début, même nos employés stars, là, nos chevronnés, là, ceux qui vont bien, là, ils veulent qu'on leur accorde un temps d'antenne pour qu'ils aillent encore mieux. Les gens s'y attendent. Mais moi, si je ne vais pas bien, j'ai de la difficulté à rencontrer mes responsabilités, mes projets sont en souffrance. C'est essoufflant, c'est gênant, mais j'aimerais bien plus avoir de l'aide que d'être réprimandée. Fait que rappelez-vous que
Tu sais, c'est une attente. Puis des fois, on est hésitant parce qu'on a l'impression qu'il faut approcher les gens avec une approche un peu plus punitive, mais si on les approche avec une attitude beaucoup plus aidante et de coaching, il y a de meilleures chances qu'ils se responsabilisent dans tout ça. Mais je reviens aux commentaires de tantôt. Les situations de coaching permettent permettent justement pour l'employé mieux comprendre ses forces et défis, développer son autonomie, sa capacité de résoudre des problèmes, hein, ça revient aux initiatives que tu faisais référence tantôt, puis gagner de la confiance au niveau de ses capacités. Parce qu'en approche coaching, on outille les gens, hein, on croit en eux, on leur offre des suggestions, c'est beaucoup plus une discussion, puis les gens finissent par se sentir capables. Puis à l'envers de la médaille, des fois, c'est ça, il faut adresser les enjeux puis gérer les difficultés. Fait qu'il faut être capable d'identifier quand une intervention de supervision est nécessaire pour gérer les écarts de performance, les comportements problématiques ou les attentes qui n'ont pas été atteintes. Alors, par expérience, là, c'est quelque chose que normalement, là, 95% des gestionnaires leaders ne veulent pas faire. Voudraient, tu sais, qu'on espère des fois que les choses s'arrangent avec le temps. Puis j'en suis une de celles-là. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire. En même temps, avec l'expérience, je me rends compte que la plupart du temps, ça va beaucoup mieux que j'avais anticipé. Puis je suis toujours encore à ce jour surprise d'entendre du monde dire « Ah ben, merci de me l'avoir dit. » Parce que vraiment, là, les gens veulent le savoir. Je suis certaine que vous autres aussi, vous voulez le savoir si jamais il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur. Alors, quand on adresse les enjeux, c'est ça, l'employé visé s'y attend, sans imputabilité, sans conversation, sans l'adresser. C'est presque raisonnable qu'un employé conclue que tout va bien. Si tu me le dis pas, hein, no news is good news. Si tu me le dis pas, je vais prendre pour acquis que les choses vont bien. Puis à l'inverse aussi, tu sais, des fois, on va adresser des enjeux qui sont difficiles avec certains employés concernant rendement, comportement, attitude. On n'aura peut-être pas toujours un remerciement. Hein? Tu sais, des fois, on va avoir affaire avec des gens qui sont de mauvaise humeur, qui n'ont pas aimé entendre ce qu'on leur a dit. On n'est pas en train de gagner leur affection. On s'entend. Mais on est probablement en train de gagner le respect des autres, peut-être même de l'employé. Il ne le dira peut-être pas, mais il y a un certain respect qui nous serait accordé de l'adresser. Mais le talent autour, qui voit qu'on adresse les choses, ils s'y attendent, puis ça finit toujours par se savoir quand on adresse les choses, même en privé. Fait qu'on gagne peut-être pas toujours dans l'affection quand on adresse les enjeux, mais on gagne certainement dans le respect. Fait quelques Micheline, compétences. Oui, Pierre. ça peut dire, j'ai fait allusion à ceci au début, c'est une méthode pour gérer les risques. Si jamais tu dois mettre fin à l'emploi de quelqu'un, et c'est comme un an plus tard de l'incident, ou 6 mois après l'incident, l'employé soit syndiqué ou non syndiqué, c'est que ça va être difficile pour l'employeur de dire, ben, la personne le savait, je lui ai dit. Ouais, mais tu lui as dit 6 mois plus tard, 8 mois plus tard, la personne n'a pas eu le temps de s'améliorer, ainsi de suite. Donc, c'est important au niveau de la gestion des ressources humaines dans son sens large, ce que Oui, tu viens de présenter. oui, excellent, excellent. Puis Isabelle, j'apprécie ton commentaire. Désolée pour la main levée, ne t'en fais pas, mais tu sais, vos one-on-one spécifiquement au sujet du perfectionnement professionnel avec une liste de vérifications fournies, consultation pour toute nouvelle initiative, continuez, c'est excellent. Excellent. Fait qu'il y a certaines compétences clés qu'on peut développer comme les deux gestionnaires, soit au niveau du coaching ou bien en supervision. Fait que observer ce qui se passe, s'intéresser au travail produit puis donner du feedback régulier. Fait que être là, être présent, parce qu'à chaque fois qu'on est présent, qu'on observe, qu'on s'intéresse à ce que les gens font, qu'ils soient en train de faire quelque chose de bien ou qu'on se rend compte qu'ils sont en train d'avoir de la difficulté à faire quelque chose, mais s'y intéresser de façon continue, ça permet d'éviter les surprises. On s'assure
en plus que l'employé se sente responsable et agentivé. Fait que, tu sais, ton exemple du début, Pierre, à propos des quiz puis tout ça, moi, j'utilise souvent l'exemple d'une joute de baseball. Imaginez si les joueurs ne savaient pas au fur et à mesure que les manches avancent, s'ils sont en train de perdre ou de gagner. Tu sais, j'ai un petit peu cet exemple-là en tête. Une autre compétence qu'on peut développer en coaching et en supervision, en plus d'observer puis de s'intéresser, c'est juste questionner. Puis, si jamais vous voulez lire un bon livre là-dessus sur l'art d'utiliser des techniques de questionnement, lisez The Advice Trap. Parce qu'on est souvent en train de conseiller, un petit peu dire aux autres quoi faire. Peut-être que même on se surprend à le faire à la place des autres. On veut leur sauver du trouble. Mais à chaque fois qu'on questionne, au lieu de le faire pour les autres ou à la place de les autres, on force la réflexion. On amène les employés vraiment à réfléchir et à prendre conscience de leur propre progression. À un moment donné, je me faisais coacher justement sur plein de choses là, comme employé. Puis on me disait souvent, qu'est-ce qui te fait dire que ça va bien? Ça va-tu bien, Micheline, cette semaine? Ah oui, j'ai une bonne semaine. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu n'as pas une bonne fin de semaine? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Fait que, tu sais, juste utiliser des questions pour faire parler parce que quand je me fais questionner, je suis obligée de réfléchir à ma réponse. Puis si j'ai répondu sans réfléchir, il y a souvent une question de suivi qui peut me permettre de réfléchir. Une autre compétence clé en coaching, communiquer clairement puis gérer les malentendus. Ça fait une couple de fois, puis je peux avoir de l'air perroquet un peu, mais c'est tellement important d'être clair parce que combien de fois dans ma carrière, je me suis mis la main comme ça sur le front, puis j'avais des « Ah, je peux pas croire que… » À chaque fois que je peux pas croire que, j'ai à me regarder dans le miroir puis dire où est-ce que j'ai manqué de clarté. Donc, clarifier les attentes, surtout en situation d'évaluation. Clarifier les critères d'évaluation. Tu sais, même, puis je sais qu'il y a des gens en éducation qui sont avec nous aujourd'hui, mais tu sais, parce qu'on est habitué d'évaluer des élèves, il y a des transferts qui se font bien avec les adultes, mais à quoi ça ressemble? Si, par exemple, mon échelle de rendement, c'est de 1 à 4, à quoi ça ressemble si je suis dans le 1, dans le 2, dans le 3, dans le 4? Clarifier les comportements attendus. Hein? Est-ce que la personne travaille bien en équipe? Est-ce que la personne communique bien avec ses collègues? Est-ce qu'il y a une belle collaboration? Fait que ça aussi, ça fait partie des attentes à clarifier. C'est quoi les objectifs à atteindre? Ça réfère au plan d'action que tu avais mentionné tantôt. La suite, compétences clés en coaching, les 3 autres et les dernières. Adapter son approche en fonction de l'employé. Fait que si je suis en situation coaching, je suis en train d'être flexible dans mon approche, pas dans mes attentes, mais dans ma façon d'approcher les gens pour les avoir à leur meilleur. Fait que, tu sais, il y en a, là, j'ai juste à leur dire ce que je veux pas, puis ils partent avec ça, puis ils sont capables d'être autonomes. J'ai d'autres employés qui ont peut-être besoin d'un petit moment individuel à chaque étape d'un plan d'action de quelque chose. Fait que gérer les employés avec des approches différenciées. Gérer les conversations difficiles avec tact, donc être capable d'aborder les écarts de performance ou de comportement problématiques sans démotiver, mais avec une approche factuelle et orientée solution. Donc, tu sais, au lieu de dire à quelqu'un, « Oh mon Dieu, tu as vraiment un gros manque de communication avec la clientèle. » Mais c'est quoi qui me fait dire ça comme gestionnaire? Fait qu'avoir une approche factuelle, c'est d'être capable de dire, tu sais, à telle occasion, les clients ne savaient pas ceci. À telle occasion, les clients ont su à la dernière minute ou trop tard que telle chose passait. Fait qu'être plus factuel crée normalement plus de réceptivité à recevoir un message. Gérer des conversations avec tact, des fois, c'est aussi simple que se demander comment je voudrais que l'autre personne se sente à la fin de notre conversation.
Si je veux que l'autre personne se sente appuyée, guidée, outillée, aidée, capable, etc., ça va influencer le tact que j'aurai pendant la conversation. L'autre compétence clé, soutenir le développement des compétences. Fait que, tu as fait référence à ça tantôt, Pierre, être capable d'identifier les occasions de formation, les opportunités d'apprentissage, puis aider l'employé à progresser par la formation, le mentorat, les expériences de travail, etc. Donc, bref, 6 compétences: observer, questionner, communiquer clairement, adapter son approche, avoir les conversations difficiles, puis soutenir la formation, le développement des compétences. Alors, on a un petit quiz ici. Classer ces compétences de la plus facile à la plus difficile à pratiquer pour vous. La plus facile en haut de la liste, la plus difficile en bas de la liste. On vous voit actif. C'est ça, les réponses commencent à entrer. Fait qu'en haut de la liste, c'est facile. En bas de la liste, c'est plus difficile pour vous. Chaque fois que quelqu'un soumet sa réponse, hein, ça vient changer l'ordre des compétences. Quand on regarde ça, là, c'est quand même pas mal égal. Hein? En ce moment, il n'y a pas de super gros écart en ce que vous trouvez facile, difficile. Ça dépend vraiment de nos styles. Des fois, ça dépend aussi des employés qu'on supervise. Le climat, la culture au travail. Ça nous donne un aperçu ici. Adapter son approche en fonction de l'employé. Hein. Je pense que les parents ont maîtrisé cet art-là. Hein. On sait qu'avec l'enfant A, il faut faire ceci, l'enfant B, il faut faire cela pour arriver au même résultat. Fait que, je sais que les employés ne sont pas des enfants, mais je pense que c'est un besoin humain universel de se faire approcher dans la façon qui fonctionne le mieux pour nous. Utiliser des techniques de questionnement. Isabelle Chartrand-Dubois, je ne peux pas voir qui répond quoi, mais toi, j'espère que c'était une de tes plus faciles, ça, parce que tu es vraiment bonne là-dessus. Fait que c'est ça, c'est qu'on se situe à toutes sortes d'endroits. Puis vraiment, tu sais, si vous vous souvenez de ce que vous avez mis comme étant la compétence la plus difficile pour vous, peut-être prenez le temps d'écrire sur un petit bout de papier. Si j'étais capable d'améliorer ceci en commençant demain matin, ça serait quoi juste la première chose que je pourrais faire? Puis vous allez voir, des fois, s'améliorer, ça commence juste avec une action qui est simple, qui est concrète, puis ensuite, le reste des choses tombe en place. Donc, merci de participer. Allons-y, Pierre. Qu'est-ce que le rendement? Bonne question, n'est-ce pas? Quoi le rendement? L'objectif est d'arriver à comprendre que la notion de rendement et d'évaluation de la performance, lorsqu'elle est bien faite, est un processus valorisant, non pas seulement pour l'employé, mais pour le gestionnaire. Le gestionnaire contribue, l'employé est responsable, donc c'est valorisant pour les deux. La définition du rendement et la perception des employés, bien, le rendement est le reflet des compétences, des résultats obtenus et de la contribution à l'organisation. J'aime bien cette définition-là, c'est une des plus simples que j'ai vues, que j'ai lues, mais tout est là. Il faut quand même le mesurer. Hein? Donc, mesurer le rendement, c'est plus qu'un chiffre, c'est une opportunité de valorisation. Pensez-y un peu.
Je vous dis que vous avez 3 sur 5. Et je vous dis pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est pas 4, que c'est pas 2? Ça fait en sorte que on limite l'employé à juste assumer qu'il y a un 3 sur 5 sans feedback, comment la personne va s'améliorer. Ça peut pas être uniquement une approche qui est ouais, et quantitative, mais il faut l'utiliser comme un levier de reconnaissance et développement. Donc, au lieu de simplement dire que j'ai 3 sur 5, je vais mettre à la lumière qui était positif, qui pourrait être amélioré. Par exemple, tu as 3 sur 5, mais ton approche a pu réduire les plaintes de clients de 30 ou 40. Puis, mon attente pour toi, c'était un 3. Donc, je ne m'attendais pas, après 1 an au travail, que tu aurais eu un 5. Donc, fantastique. Et puis, maintenant, ayons une discussion sur comment tu penses qu'on pourrait monter ça à un 4 dans le futur. Tu sais, tu ne demandes pas non plus d'aller à un 5, mais tu as quand même euh, une discussion pour valoriser le 3 et puis discuter d'amélioration dans le futur. On met l'accent sur les actes que la personne peut utiliser pour avoir un impact sur l'efficacité, sur le rendement de l'organisation, évidemment le rendement de la personne. Maintenant, les facteurs qui influencent le rendement. Un employé qui sait ce qu'on attend de lui ou elle et qui est bien accompagné a plus de chances de réussir. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire la transparence avec les attentes. Puis transparent avec l'équipe, les individus de l'équipe sur les attentes. Et les attentes, c'est normalement une motivation pour vouloir s'engager pleinement et réussir. Donc, quand, comme employé, je connais, je comprends bien ce qui est attendu de moi, ben, je peux travailler vers ces attentes-là. Puis, on s'attend à ce que je collabore régulièrement avec mes collègues pour un dossier quelconque. Mais les plages horaires, les plages horaires de mes collègues et moi euh, ne concordent pas. Il devient difficile d'être fonctionnel, puis de pouvoir travailler ensemble. Donc, j'ai une attente pour atteindre des résultats précis, mais comme superviseur, j'ai pas organisé les horaires ou j'ai pas travaillé avec l'équipe pour que les horaires concordent à certains moments pour qu'ils puissent travailler ensemble. On doit créer avec les employés des situations qui vont leur permettre d'avoir des résultats gagnants. On donne du feedback. Hein, le dernier point, là, un feedback fréquent permet aux employés d'ajouter leur travail en continu au lieu d'attendre l'évaluation annuelle. Donc, on donne du feedback de façon ponctuelle. On peut avoir un horaire. On a parlé tantôt des réunions 1 à 1. Bien, ça se prévoit à l'horaire. Et ce n'est pas une idée de dire tout ce qui est fait de mal. Au contraire, si je ne dis rien, il est normal de conclure que tout va bien. Comme Micheline le dit tantôt, no news is good news. Donc, il faut faire attention que ce n'est pas nécessairement pour décourager ou critiquer, mais c'est aussi pour encourager et donner du feedback positif à la personne. Je vais un petit peu vite, là, Micheline, parce qu'on est un peu serré par le temps, là, mais n'hésite pas Oui, évidemment c'est beau, d'ajouter. c'est beau. Les facteurs qui influencent le rendement. Bien, les mythes et réalités sur l'évaluation de rendement. Un mythe, c'est que l'évaluation ne sert qu'à pointer des erreurs ou l'évaluation n'est qu'une chose à faire. On s'en débarrasse rapidement parce que j'ai d'autres choses à faire. On peut facilement dissiper ces mythes en s'assurant de faire vivre la réalité que l'évaluation est un levier pour le développement et l'appréciation du rendement de la personne. On l'a dit tantôt, l'évaluation ne doit pas être une surprise. Les employés veulent savoir où ils se situent bien avant une rencontre annuelle. Je viens encore à la question comme faire un examen à la fin du semestre sans avoir fait des quiz au cours du semestre. Ça crée beaucoup d'incertitudes. Un beau bulletin ne signifie pas qu'on est parfait.
mais avoir un portrait clair de ses forces et de ses défis à relever nous permet évidemment aussi de progresser et surmonter ceux-ci. Cela aide à l'employé à prendre en main son développement professionnel et d'être responsable de son rendement futur. Quelque chose à ajouter, C'est Micheline? bon. Non, j'allais dire, Pierre, c'est des bons facteurs, puis tout ça influencerait mon résumé, voyons, mon rendement. Est-ce que je sais ce à quoi tu t'attends de moi? Est-ce que je suis capable de bien faire mon travail? Parce que est-ce que toi, comme les deux gestionnaires, tu as créé un environnement qui est fonctionnel? Est-ce que tu me donnes du feedback continu? Est-ce que vraiment le rendement, c'est comme quelque chose qui est continu, ça permet d'être une occasion d'appréciation? C'est pas une surprise, ça veut pas dire que tu t'attends à la perfection. Tout ça va influencer comment est-ce que je travaille puis le rendement que je démontre dans mon travail. Fait que vous, si vous avez le goût de nous le dire, là, on est en mode réponse écrite. C'est quoi votre plus grand défi par rapport à l'évaluation du rendement? C'est quoi qui fait ça, qui rend ça difficile parfois? Ça serait le fun d'avoir peut-être deux, trois réponses. Ce que je vais faire, s'il y en a qui veulent commencer à... Tiens, au lieu de rester dans le Slido, répondez à cette question-là dans le chat. Ça va nous permettre de faire deux choses en même temps. De savoir quel est votre plus grand défi, puis en même temps d'être capable de continuer pour pas déborder trop dans le temps. Fait que désolé pour ceux et celles qui étaient en train de taper dans le Slido. J'y reviendrai tantôt si on est capable. Quelles sont les grandes responsabilités? Ça revient au commentaire du début. On a parlé de responsabilités. Veux-tu y aller, Pierre? Oui, je viens de perdre là. Bon, une seconde, Micheline, mon écran elle vibre. OK, bon. C'est bon. Les responsabilités, toi, c'est sur la première, hein? Bon. Quelles sont les responsabilités? L'objectif ici est de bien saisir comment l'employé et le gestionnaire peuvent collaborer pour le processus d'évaluation du rendement soit motivant, juste et équitable. Chacun a son rôle. La responsabilité de l'organisation. L'organisation doit proposer, mettre en place des outils, des processus qui sont clairs et simples pour que l'évaluation de rendement soit une occasion de motivation et non une source de stress. Il faut intégrer des mécanismes de reconnaissance, de valorisation. Hein, c'est d'avoir un plan de match. Micheline a parlé de baseball tantôt, mais ça s'applique au hockey, au football, peu importe votre sport favori. C'est d'avoir un plan de match où chacun connaît et comprend son rôle. Les mécanismes de reconnaissance pour un bon rendement varient évidemment selon votre domaine de l'industrie et ainsi de suite. Des exemples sont des primes, des responsabilités accrues, des certificats de reconnaissance d'un bon rendement. Ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être payer des cours si on a le budget. Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être utilisées pour avoir des mécanismes de reconnaissance d'un bon rendement et cela dépend évidemment de plusieurs facteurs, votre budget, votre environnement, et ainsi de suite. Mais c'est pas obligé d'être bien compliqué, puis c'est pas nécessairement des primes de 50% du salaire. Oui. J'ai le goût ici, Pierre, d'ajouter en termes de responsabilité de l'organisation parce qu'il y en a une couple qui l'ont écrit dans le chat, là. Le manque de temps. Puis le manque de temps, oui, il manque du temps parce que vous êtes super occupés, mais souvent on manque de temps parce que notre processus ou nos outils sont tellement longs, compliqués, complexes. Si on était capable de se challenger puis se dire, ah, si j'étais capable de réduire ne serait-ce l'outil qu'en un one-pager, peut-être un one-pager recto verso, mais parce que quand on est en train de faire un ménage dans l'outil, on est aussi en train de prioriser ce sur quoi on va évaluer les employés. Parce que si on évalue tous les employés sur tout, c'est sûr que c'est long, c'est décourageant, on n'a pas le goût de s'y investir, puis les employés non plus vraiment.
Fait que, mais ça, c'est une responsabilité organisationnelle. Ça peut pas juste être un ou une gestionnaire qui le fait, puis l'autre qui ne le fait pas. Hein. Faut que ce soit vraiment une décision organisationnelle. Continue donc, Pierre, avec les responsabilités des gestionnaires. Le gestionnaire a la responsabilité d'offrir une rétroaction continue pour éviter des surprises lors de l'évaluation. On a déjà parlé de ça. Les Oui. surprises, pas nécessairement une bonne chose. Contribuer à la réussite des employés, les aider à avoir un beau bulletin en les outillant et en clarifiant les attentes des cibles et les mesures de performance. Donc, ici, on parle de gestionnaire, mais je reviens à l'organisation auquel Micheline a fait allusion aussi. L'organisation va prévoir des descriptions de tâches. Tu as une feuille, une page pleine de responsabilités, de tâches, puis à la fin, ça dit en passant, tu supervises tes employés. Mais l'organisation a l'obligation de créer un forum et du temps pour que tu puisses superviser les employés qui inclut l'évaluation. Maintenant, OK. la responsabilité des employés. Allons-y. Oh, bon. L'employé doit s'approprier de son développement et construire son propre bulletin en posant des questions, en sollicitant du feedback et proactif. Ça, comme gestionnaire, vous avez la responsabilité de faire comprendre ça. Et de dire à l'employé, c'est correct que tu poses des questions, c'est même important. L'employé doit aussi comprendre les critères d'évaluation pour mieux performer. Il ne faut pas penser que tous les employés réalisent qu'ils ont ces responsabilités-là. Il faut leur dire, les rappeler, les encourager, les habituer, créer une atmosphère où l'employé se sent confortable de poser des questions. Puis ça, ici, on fait full circle avec la culture de responsabilisation du tout début. Fait que, tu sais, ça se dit très bien, ça, aux employés. Écoutez, dans un monde parfait, là, j'irai vous voir, si pas tous les jours, mais au moins 2, 3 fois par semaine pour vous dire que vous faites un bon travail, puis vous donner de la rétroaction. Mais, tu sais, life gets in the way des fois, gang. Venez me le demander si vous n'êtes pas certain, si ça fait trop longtemps que je suis silencieuse, que je ne vous ai pas donné de la rétroaction, je l'ai perdu de vue. N'hésitez pas à venir me voir. Ça fait autant partie de votre responsabilité d'en solliciter que ça fait partie de ma responsabilité de vous en donner. Donc, ne serait-ce que de créer cet arrangement-là, aide les employés à se responsabiliser dans tout ça, mais il faut le dire, il ne faut pas le prendre pour acquis. Donc, ici, en termes de responsabilité, on va se prononcer sur est-ce que les gestionnaires, est-ce que l'organisation, est-ce que les employés assument leurs responsabilités selon vous dans l'évaluation du rendement? Fait qu'ici, il y a une cote de 1 à 6, un 6 sur 6. Et oui, dans ce cas ici, les gestionnaires assument pleinement leurs responsabilités. Puis un 1, ça serait ouf, non, on n'est pas là en ce moment. Fait qu'il y a 3 petits quiz ici. Gestion, organisation, employé. Puis le 1, ça revient à un commentaire que j'ai vu tantôt dans le chat. Des fois, il faut outiller, il faut en donner de la formation aux gestionnaires, hein, parce que quand on a gravé les échelons, monté l'échelle, comme mon père dirait dans une organisation, on a monté parce qu'on était bon dans ce qu'on faisait, mais on n'a pas nécessairement eu l'appui, puis les formations, puis le développement professionnel pour évaluer des employés. Puis surtout, si on évalue des employés qui sont des anciens collègues, c'est un autre défi, ça. Ça m'est arrivé à quelques reprises, c'est pas évident. Donc, les gestionnaires assument leurs responsabilités. Voici à quoi ça ressemble comme groupe. Fait qu'en général, oui, peut-être moins ailleurs. Qu'en est-il des employés? Fait qu'ici, on est pas mal sur la clôture, plus ou moins, on va dire ça comme ça. Et l'organisation. Ben ici, c'est normal d'avoir toutes sortes de codes. Ici, vous êtes de toutes sortes d'organisations. Fait qu'il y en a des organisations où c'est bien rodé, puis il y en a d'autres où il y aurait du travail à faire et c'est bien correct. On va terminer rapidement, gang, avec quelques pièges, risques, astuces, je vais essayer de dire 2 mots en même temps, et impact. Le premier piège, des fois, on a tendance à vouloir tellement valoriser les efforts que la cote
dans l'évaluation reflète plus les efforts que les résultats obtenus. Fait que ce qui risque d'arriver ici, c'est qu'un ou une employée peut être super bien impliqué, mais si les résultats ne suivent pas, la performance organisationnelle risque d'en souffrir. Parce que si le rendement reflète plus les efforts que les résultats, l'organisation ne s'améliorera pas parce qu'on va se contenter que les efforts suffisent. Tu sais, si moi, là, je fais énormément d'efforts pour être en meilleure santé, mais que je ne suis pas en meilleure santé, ben, je ne suis pas en meilleure santé. C'est un peu la même chose avec le rendement. L'astuce ici, c'est oui, reconnaissons l'effort, mais il faut vraiment s'en tenir à évaluer principalement l'atteinte des objectifs, puis la valeur ajoutée à l'atteinte des objectifs. À ce moment-là, l'évaluation risque d'être beaucoup plus objective, alignée avec les résultats qu'on s'attend, tout en valorisant les comportements positifs. Le piège 2, puis je pense qu'on peut tous être reconnus à un moment donné dans notre vie avec ce piège-là, uniformiser les évaluations pour éviter les conflits. Ce que ça veut dire, uniformiser les évaluations, c'est souvent toutes les évaluations sont bonnes ou elles sont toutes mauvaises ou elles sont pas mal toutes pareilles d'une personne à l'autre. Ce qui risque d'arriver ici, c'est qu'on va perdre la crédibilité. Donner des évaluations similaires ou des bonnes cotes à tout le monde va fausser la reconnaissance des performances. Fait que moi qui est bonne, puis mon collègue que je juge qui est vraiment pas aussi bon que moi, je vais me demander, ben, je suis vraiment si bonne que ça si lui ou elle aussi a eu une bonne performance? Fait qu'on va se mettre à douter de nos points forts puis de nos points faibles. Fait que l'astuce, différencier les évaluations en s'appuyant sur des faits concrets, des observations, des exemples précis. Ça passe par des attentes claires et ça va nous donner beaucoup plus de crédibilité comme évaluateur. Puis l'évaluation va vraiment devenir un levier de motivation pour que les employés performent bien. Troisième et dernier piège, manquer de cohérence entre les valeurs de l'organisation et l'évaluation. Tu y as fait un peu référence tantôt. Si l'organisation valorise la débrouillardise, par exemple, mais on est pénalisé, on pénalise l'échec quand on s'est débrouillé. Ah, tu t'es débrouillé, mais tu n'as pas réussi, fait que ça va paraître dans ton rendement. Là, les gens ne seront plus là. Donc, tu la débrouillardise qui est encouragée, puis si je me débrouille puis ça marche pas, je vais être pénalisée dans mon évaluation. Fait qu'il faut être cohérent avec les valeurs de l'organisation. Donc, c'est ça l'astuce. Et plus on l'est, plus il y a de la cohérence et plus il y a de l'adhésion aux valeurs organisationnelles, plus on va vouloir les pratiquer parce qu'on va savoir que ce sont de vraies valeurs. On se quitte rapidement parce qu'on a commencé un petit peu en retard et c'est bien correct. Il y en a plusieurs qui restent jusqu'à la fin. C'est bon, de toute façon, vous allez recevoir ça par courriel. Voici rapidement nos 2 prochaines formations gratuites. Pour ceux et celles qui siègent sur un conseil d'administration, ben, il y en a une dès aujourd'hui, ce soir à 19h. Ça s'intitule « Je suis nouveau dans un CA. Qu'est-ce que je devrais savoir? » Et puis, le 4 mars, il y a un autre webinaire gratuit, les déclencheurs du changement. Donc, comment innover, comment apporter des changements dans son milieu de travail sans s'épuiser, puis sans épuiser les autres également. Alors, si vous êtes encore avec nous puis vous avez le goût de nous donner un petit peu de feedback, ça serait apprécié. Êtes-vous capable de vous joindre à Slido et de résumer cette formation gratuite en un seul mot, s'il vous plaît? Pierre, je suis contente de savoir que ta situation Internet s'est améliorée puis que tu as pu te joindre à nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour ça. Merci à tout le monde d'avoir été au rendez-vous. On espère vous voir en grand nombre dans toutes nos formations gratuites. N'hésitez jamais. Puis si jamais vous ne pouvez pas être là, vous le savez, c'est pas grave. On enregistre et on vous envoie le tout. Bon, merci, merci tout le monde là, pour vos mots. On ne cherche pas des compliments non plus ici. On aime juste avoir votre rétroaction transparente et bien honnête. C'est comme ça qu'on peut s'améliorer. C'était
C'était pas ça aussi un petit peu la thématique du webinaire aujourd'hui? Excellent. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. À la prochaine.